Dès que j'ai pénétré dans les couloirs lugubres du complexe classé de l'armée, j'ai eu le sentiment que tout était enveloppé d'un épais brouillard de mensonges et de peur. C'était en 1970, et moi, jeune soldat à l'époque, j'ai été convoqué dans un bureau où, sous la lumière oppressante d'une seule lampe, un officier vêtu d'une tunique noire sans insigne a examiné mon dossier personnel. Son regard est lourd et sa voix résonne comme un écho lointain. Vous allez participer à une opération dont vous ne parlerez à personne, pas même à votre famille. Avant que je ne puisse poser la moindre question, il m'a frappé du doigt, m'ordonnant de signer un long document de non-divulgation. Des semaines ont passé et j'ai été soumis, avec une douzaine d'autres personnes drôles sélectionnées, à une série d'exercices d'entraînement inhabituels, travail dans des conditions de basse pression, pratique de l'apesanteur. On ne nous a jamais dit à quoi cela servait. Les commandants ont seulement laissé entendre. Préparez-vous à un environnement où vos muscles, vos poumons et votre esprit seront constamment menacés. Lorsque les gens autour de nous ont commencé à murmurer que ces exercices s'apparentaient à un entraînement pour un vol spatial, les officiers ont immédiatement coupé court aux discussions. Mais dans le silence de la caserne, les spéculations ne s'apaisaient pas, et la nuit, nous faisions des rêves étranges d'un espace noir et silencieux, où sous la surface de quelque chose d'inconnu, le cœur battait la chamade. Un jour, lorsque nous avons été appelés soudainement au milieu de la nuit et qu'on nous a dit de nous rassembler à l'aérodrome, j'ai compris que le moment était venu. Dans un grand hangar se trouvait un avion à l'aspect difficile à décrire, anguleux, sans marque, avec d'obscurs modules qui semblaient faire partie d'un missile. On nous a donné des casques et des combinaisons spatiales. Personne ne nous a expliqué où nous allions. Au fond de moi, je devinais déjà que nous allions relever un défi extraordinaire. Il y avait une charge électrique dans l'air, un mélange de peur et de curiosité primitive. Le vol a duré longtemps, presque 24 heures, avec des ravitaillements dans des bases secrètes. Pas un seul hublot, pas une seule chance de se rendre compte de l'endroit où l'on se trouve. L'avion entier était une cellule, à l'intérieur de laquelle nous étions maintenus dans une semi-obscurité, recevant une maigre ration et n'étant autorisés qu'occasionnellement à nous lever et à nous dégourdir les jambes. Enfin, nous avons entendu un grincement, une violente secousse, comme si nous avions accosté sur quelque chose qui n'avait rien à faire sur une piste d'aérodrome terrestre. La porte de la soute s'est ouverte et un officier nous a fait signe de sortir. Nous sommes entrés dans un espace qui ressemblait à un dock étanche. Il y régnait une étrange pénombre et l'air semblait raréfié. Je ne comprenais toujours pas de quel genre d'endroit il pouvait s'agir, mais on nous informa bientôt que toute conversation et toute question était interdite et que nous allions être mis en orbite. J'ai essayé de regarder autour de moi. J'ai vu des murs en acier, des câbles, des équipements inconnus, peut-être un module spatial créé en secret. J'avais la tête qui tournait, le visage calme, voire froid. Des officiers m'ont fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une expérience, mais d'une mission très importante liée à la sécurité du pays. Lorsque la navette dans laquelle nous étions installés a commencé à quitter son terminal, j'ai senti le poids de la surcharge peser sur ma poitrine. Il semblerait qu'il y ait déjà eu des programmes Apollo, des vaisseaux soviétiques, mais notre vaisseau était différent de tout ce que le monde connaissait à l'époque. Les silhouettes des détails de la station ont d'abord clignoté dans les hublots, puis le vide étoilé s'est installé. Nous avons volé sans rien dire, seulement le bruissement de la respiration dans les combinaisons spatiales et les rares ordres des pilotes qui résonnaient à travers le bruit de la radio. Plus nous nous rapprochions de la cible, plus il devenait évident que nous n'étions pas conduits vers une orbite terrestre normale. Au bout de quelques heures, j'ai vu par le hublot
Un énorme disque argenté se déployait devant nous. La lune, illuminée par le soleil. J'en ai eu le souffle coupé. Nous allions vraiment là où aucun soldat ordinaire n'était jamais allé. Seuls quelques astronautes et quelques escouades connaissaient le chemin vers la surface lunaire. Une question me traversa l'esprit. À quoi tout cela servait-il? Nous avions reçu un ordre clair. Préparez-vous à atterrir sur la zone grise de la Lune. Nous savions qu'il existait des missions lunaires officielles, mais ce que nous nous apprêtions à faire ne serait jamais inscrit dans l'histoire. Pas d'honneur, pas de médaille, juste le silence. Mon cœur battait la chamade, tandis que j'écoutais les derniers ordres du capitaine. Dans 20 minutes, nous atterrirons sur la face cachée. Notre tâche est de détecter et d'éliminer tout objet soviétique laissé par leur expédition secrète. Le fait que l'URSS aurait également envoyé des hommes sur la Lune en contournant les programmes de public semblait choquant. Mais à l'époque, dans les années 70, nous pensions tous que la guerre froide se déroulait partout, même au-delà de la Terre. J'ai écouté les ordres et j'ai ressenti un frisson glacial. On nous avait donné des armes modifiées pour être utilisées dans le vide et des instructions qui se résumaient à « pas un seul témoin ». Qui pourrions-nous rencontrer sur une lune morte? Mais le commandement avait ses propres spéculations, plus sombres. L'atterrissage a été rude. Notre module s'est écrasé sur le régolithe, soulevant un nuage de poussière fine. Nous avons regardé par les hublots et vu une plaine froide et sans vie, éclairée par les faibles rayons d'un soleil lointain. Il semblait qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais personne d'autre que nous ici. Mais ce que nous avons appris ensuite a bouleversé toutes les idées reçues. Sur la Lune, qui n'était qu'une sphère vide, lorsque l'écoutille s'est ouverte, de l'air froid, ou plutôt presque pas d'air du tout, s'est engouffré à l'extérieur. Nous avons quitté le module en combinaison spatiale, en regardant les vastes plaines lunaires. Le vide était absolu. Cependant, l'officier de l'appareil de transmission nous a dit d'agir rapidement, chercher les anomalies. Les installations soviétiques doivent être coordonnées. Il a énoncé des chiffres compliqués. Nous nous sommes de regroupés, avons allumé les rovers lunaires et sommes partis, le cœur battant à l'intérieur de nos casques hermétiques. Après quelques kilomètres de conduite monotone dans un paysage gris et plat, notre escouade s'est aperçue d'une chose inattendue. La surface a commencé à prendre des formes étranges, comme des creux et des rebords. L'un des soldats, assis sur le tableau de bord, s'exclame « Les scanners montrent un vide en dessous de nous. C'est comme s'il y avait un espace vide là-bas. » Le commandant se contente de hocher la tête d'un air morose. On dirait qu'il y a une sorte de cavité sous la surface. Nous n'arrivions pas à savoir si les soviétiques n'avaient pas construit une base secrète. Cela semblait paranoïaque, mais tout indiquait qu'il y avait quelque chose d'artificiel. Nous avons dû nous arrêter au bord d'une fissure impressionnante. L'obscurité régnait dans les profondeurs, et le terrain autour semblait indiquer l'entrée d'un tunnel souterrain. Pendant que nous regardions, la radio de l'officier s'est mise en marche. Ils avaient reçu des ordres du centre. Vérifiez, mais procédez avec prudence. Si vous trouvez des traces soviétiques, détruisez-les. Personne ne savait comment nous allions descendre. Soudain, l'un des gars a remarqué que dans le mur de la fissure, on pouvait deviner des bouts de métal qui ressemblaient à des portes ou à des châssis. Nous avons cherché longtemps un moyen de descendre jusqu'à ce que nous trouvions une sorte de trappe, presque recouverte de poussière. Nous avons dû utiliser des explosifs pour l'ouvrir. L'explosion a été silencieuse. Sur la Lune, les sons ne sont pas transmis comme sur la Terre, mais nous avons senti une vibration sous nos pieds. Lorsque la poussière est retombée, un passage s'est ouvert, menant dans les profondeurs. Le commandant a donné le signal. Nous entrons, allumez les enregistrements des scaphandres, que le QG voit tout. À l'intérieur,
Il fait plus sombre que la nuit la plus noire. Les faisceaux des torches ont mis en évidence des parois d'un matériau que je n'ai pas pu identifier. Quelque chose de gris foncé, de mat, avec des motifs ressemblant presque à une écriture géante. J'ai frémi. À qui appartenaient ces empreintes? De la technologie soviétique ou quelque chose de beaucoup plus ancien? Nous nous enfonçâmes prudemment, chaque pas faisant grincer nos écouteurs. Nos combinaisons nous maintenaient sous pression et légèrement au chaud. Mais le froid et l'immobilité de l'espace au-delà de l'entendement humain étaient terrifiants. Au bout d'un moment, j'ai remarqué une étrange lumière qui scintillait devant nous. On aurait dit que quelqu'un y conduisait une lampe de faible intensité. Nous nous sommes approchés et avons vu toute une galerie de colonnes s'enfonçant dans la pénombre et des murs peints de bas-reliefs. Cela ne ressemblait pas à une construction terrienne. Nous avions l'impression d'être entrés dans un temple ou une cité extraterrestre cachée sous la croûte lunaire. Il est difficile de l'exprimer avec des mots, mais une peur ancestrale emplissait mon âme. Où étions-nous entrés? Personne ne parlait, et pourtant il était possible de parler à la radio. On aurait dit que les gens n'avaient peur de rompre ce silence sinistre. Finalement, le commandant marmonna « Ce n'est plus soviétique ». En réponse, l'un des gars, le plus jeune, a murmuré « Ce n'est pas possible, il n'y a pas de vie sur la Lune ». Mais ce que nous avons vu autour de nous a fait voler en éclats tous les dogmes. Soudain, un mouvement s'est dessiné à la lumière des lanternes. Nous nous sommes figés, reprenant notre souffle. Une ombre s'est à nouveau glissée au fond de la salle. Quelqu'un marchait là, s'abritant derrière les colonnes. « Descendez !» ordonna l'officier. Nous nous sommes mis à genoux, plaqués contre le sol, en pointant nos armes au loin. Une silhouette émergea de l'obscurité, à première vue humanoïde. Mais le visage? Non, cette silhouette n'était pas humaine. La silhouette semblait plus grande que nous, ses membres légèrement étendus, et ses pas fluides, sans hésitation, comme si la créature n'avait pas besoin d'une démarche lourde. Elle s'arrêta un instant, nous regardant. Mon camarade, dégainant son fusil, voulut tirer, mais l'officier lui serra la main. « Attendez !» Les secondes s'étirent péniblement. Habitant de la Lune, la pensée passa. C'était incompréhensible pour l'esprit, mais l'ensemble du décor indiquait que quelque chose d'intelligent se cachait sous cette croûte morte. La silhouette se glissa derrière une colonne et disparut. Peut-être était-elle effrayée ou se préparait-elle à attaquer. Nous continuâmes à avancer, en restant groupés. Le pouls dans nos oreilles résonnait plus fort que tous les signaux. Personne ne savait comment réagir, car nous avions été formés pour détruire des bases soviétiques, pas pour affronter des formes de vie étranges. Lorsque nous avons traversé le hall, nous nous sommes retrouvés dans un passage avec des rails ou des fentes dans le sol. Des structures métalliques noires pendaient du plafond. Les petits faisceaux de nos torches montraient que ce couloir s'étendait quelque part en profondeur, comme un tunnel de transport. Nous avons poursuivi notre chemin, en essayant de garder à l'esprit que chaque pas pouvait conduire à une collision avec des hôtes inconnus. La peur était paralysante, mais les ordres n'étaient même pas discutés. Explorez, rapportez à la base, détruisez si nécessaire. Au fond de moi, je me suis rendu compte que notre mission sortait déjà du cadre d'une opération militaire normale. La première chose qui nous a le plus surpris a été la présence d'une faible lumière vacillante, émanant des panneaux muraux. Il semblait pulser de l'intérieur, comme s'il s'agissait d'un organisme vivant. Aucun d'entre nous ne savait comment cela fonctionnait. Aucun fil ni générateur n'était visible, mais la lumière restait stable, avec une légère teinte verdâtre. Le commandant a ordonné « Ne vous dispersez pas, ne tirez pas inutilement ». Militaire jusqu'au bout des ongles, il sentait aussi que la découverte était plus grande que nous. Nous avons continué à marcher,
trempés de sueur froide. L'ensemble de la structure était clairement conçu pour des personnes ou des créatures de notre taille. Les plafonds n'étaient pas pressurisés, les couloirs n'étaient pas trop étroits. Les plafonds n'étaient pas pressurisés, les couloirs pas trop étroits, mais le mobilier ne laissait aucun doute. Des murs lisses, aucune inscription, seulement des protubérances en forme de spirale. Nous arrivons bientôt à une sorte de porte donnant sur une pièce annexe. L'un des soldats vérifiait la monture de son arme. Un autre tenait une grenade à portée de main. Mais le silence régnait à l'intérieur. Nous sommes entrés prudemment et nous nous sommes proquédons figés. Au milieu de la pièce, sous un dôme de verre, se trouvait un objet étrange, un cylindre entrelacé de tubes. À l'intérieur, nous pouvions voir un liquide rouge foncé, et près du cylindre se trouvaient plusieurs tables chargées d'instruments, exactement comme dans un laboratoire. Un technicien de notre équipe s'est approché, a touché les instruments et a marmonné presque silencieusement « Ce n'est pas de la technologie soviétique, c'est trop extraterrestre. » L'idée nous a traversé l'esprit. Et si ces créatures vivaient à l'intérieur de la Lune depuis longtemps? Cette idée nous paraissait insensée. Mais nous voilà, soldats terriens, dans un laboratoire où des mécanismes extraterrestres palpitent comme des organes vivants. Dire que tout le monde était terrifié est un euphémisme. Nous avons avancé. Des pas ont été clairement entendus dans le couloir, pas les nôtres. Quelque part devant nous se trouvaient ces habitants de la Lune. C'est alors que nous nous sommes dit « Et si les Soviétiques, arrivés les premiers, s'étaient battus avec eux ?» Nous avons remarqué ce qui ressemblait à des parties brûlées des murs. Quelqu'un avait peut-être utilisé des explosifs ou des armes à énergie à cet endroit. Les images sont devenues de plus en plus cauchemardesques. À un endroit, il y avait un gant humain, manifestement lié à la Terre. Un homme était donc déjà venu ici, peut-être un cosmonaute soviétique, et il ne semblait pas avoir survécu. Nous communiquions par radio. Le commandant a transmis des rapports au module orbital. Accostage avec une civilisation inconnue confirmée. Contact visuel établi. Menace imprévisible. D'autres instructions? Mais il n'y a eu qu'un sifflement en réponse. Apparemment, le signal est brouillé. Peut-être les habitants de la Lune eux-mêmes le brouillent-ils la fréquence. La seule chose qui restait à faire était de suivre les ordres, chercher des preuves de la présence soviétique et les détruire si possible. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans les grandes salles, nous sommes tombés sur quelque chose qui nous a glacé le sang. Des rangées de capsules à l'intérieur desquelles se trouvaient des corps, humanoïdes, mais avec des traits nettement extraterrestres. Les yeux sont fermés, la peau est pâle, les bras ont des doigts plus longs que d'habitude. Certaines capsules étaient vides et des fils en sortaient, dégoulinant d'une substance inconnue. Une pensée s'est imposée à moi. Ce n'est pas de la fantaisie, ces créatures sont réelles. Au même moment, un bruit sec se fit entendre, comme un bip électronique. Le sol a tremblé. Nous nous sommes coordonnés, armes au poing. Un éclat de lumière a jailli du plafond, et plusieurs créatures, semblables à celles que nous avions vues plus tôt, ont émergé des passages latéraux. Mais maintenant, elles ne se cachaient plus. Elles tenaient dans leurs mains des objets ressemblant à des armes. Un soldat n'en pouvait plus et a tiré une raie de son fusil. Les balles transpercèrent l'une des créatures qui tressaillit mais ne tomba pas, libérant seulement un éclat de lumière verte brillante de l'appareil qu'elle tenait dans sa main. Notre chasseur s'effondra, mort, sa combinaison spatiale semblant fondre. Un cri a traversé les écouteurs. « Au feu! Feu !» Nous avons tiré sans discernement, ne sachant pas comment détruire un ennemi manifestement supérieur en technologie. Mais la peur alimente notre fureur. Sous une pluie de balles, plusieurs créatures tombèrent, leurs blessures suintant un liquide épais, presque noir.
Nous semblions capables de faire des dégâts, mais ils n'étaient mythes pas loin, leurs rayons tranchant les plaques de métal d'un simple contact. La bataille s'est révélée être un piège mortel. Certains d'entre nous sont restés étendus, avec des trous fumants dans leur combinaison spatiale. Mais ce qui restait après les coups baffes de rayons semblait pire que la mort. Des corps carbonisés et partiellement dissous. J'ai vu le visage d'un camarade de combat. Il avait rétréci comme une croûte de pain et il y avait des trous vides à la place des yeux. Je n'oublierai jamais cette image. Nous avons réussi à faire sortir les extraterrestres de la salle parce qu'ils étaient manifestement peu nombreux et que nous étions des professionnels bien armés, bien que paniqués. Quelques-unes des créatures se sont enfoncées dans les profondeurs, laissant des empreintes noires. Nous nous sommes rendus compte qu'elles pouvaient appeler à l'aide et que leur ville était immense. Cela valait-il la peine de continuer? Le commandant, serrant les mâchoires, a dit « Notre mission est de nous replier vers la sortie, de collecter des données et de nous tirer d'ici. » Il n'était pas question de remporter une victoire éclatante. Nous avons couru jusqu'à l'endroit où l'écoutille avait été percée, dans l'espoir de rejoindre la surface. Mais le labyrinthe de ces couloirs était déroutant. Dans la panique, nous nous sommes trompés de direction, rencontrant de nouvelles portes et d'étranges tunnels. Les couloirs vides étaient encore plus effrayants que la bataille avec l'ennemi, car chaque pas que nous faisions ressemblait à une embuscade. À l'un des carrefours, nous avons remarqué un vieil emblème gravé sur le mur, des lettres en russe. Les soviétiques étaient donc bel et bien passés par là. Sous nos pieds, il y avait des débris métalliques qui ressemblaient à des pièces d'une combinaison spatiale. Ils avaient probablement essayé d'établir un camp ou une sorte de fortification, mais à en juger par les débris, ils avaient été détruits. Au fur et à mesure que nous avancions, nous avons entendu des bruissements lointains, comme le bruissement de plusieurs pieds, sur les murs. J'ai levé les yeux et j'ai failli crier. Des silhouettes se déplacèrent sous le plafond, dans la pénombre. Peut-être des créatures locales ou leurs automates de combat. L'idée s'avéra sans importance. Nous ne pouvions pas riposter. La lune était leur demeure. Finalement, nous sommes arrivés dans un couloir familier où une trappe était en train de sauter. Et, en nous rassemblant, nous avons commencé à faire exploser les explosifs pour élargir la sortie. L'explosion a retenti de façon assourdissante. Des rochers ont éclaté. Des rayons de lune s'infiltrent dans l'obscurité. Nous nous sommes précipités vers l'ouverture et avons grimpé à l'extérieur. Tous les blessés, sauf un, ont été ramenés à l'intérieur, et nous avons entendu un cri déchirant lorsque nous avons rempli le passage d'explosifs pour couvrir la sortie. C'était peut-être cruel, mais nous ne pouvions pas l'aider. Nous nous sommes retrouvés sous un ciel clair de lune, et nous avons lutté pour respirer l'air raréfié de la combinaison spatiale. Nous nous sommes précipités vers Dolestov du rover, en essayant de ne pas regarder en arrière. Quelque part au loin, un module capable de nous ramener en orbite nous attendait. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir décoller, car le temps était compté, et nous risquions d'être coupés du canal de communication. En chemin, nous avons vu un flash au loin, probablement une autre sortie de la ville souterraine. J'ai pensé, et s'ils venaient à la surface maintenant pour défendre leur terre? L'idée de les voir débarquer sur Terre était terrifiante. Mais nous étions faits pour les opérations secrètes, pas pour réfléchir au sort du monde. Lorsque nous avons atteint le module d'atterrissage, nous avons constaté que la communication avec la base avait été partiellement rétablie. Un officier a crié dans le micro « Partez d'urgence, tir de suppression », demandant des tirs depuis l'orbite, si possible. La voix de l'autre côté, interrompue par des interférences, marmonna quelque chose à propos de mesures interdites, mais donna finalement le feu vert pour une sorte de salve expérimentale. Nous avons embarqué dans le module. Des mécanismes se sont mis à rugir, nous accélérant.
nous nous sommes détachés de la surface. Par le hublot, je pouvais voir le paysage de régolithes grises et le bord de la dépression où nous avions rencontré la cité extraterrestre. Mon cœur se serra à la pensée de nos camarades et des créatures tombées puis là-bas, peut-être encore à l'abri dans les tunnels sans fin. En atteignant l'orbite, nous nous sommes amarrés à un grand vaisseau. L'officier entra dans la salle de contrôle et donna un ordre. Une impulsion lumineuse a suivi en réponse, dirigée vers les coordonnées de notre collision. Il s'agissait probablement d'une explosion capable d'effondrer une partie de la croûte lunaire. La radio a émis un horrible bruit de raclement pendant un moment. Puis le silence s'est installé. Je ne savais pas combien ils avaient ancré avec cette salve, mais elle était clairement conçue pour cacher les preuves. De retour sur Terre, nous n'avons pas été rendus publics comme les héros de l'expédition lunaire. Nous avons été cachés dans un bunker souterrain où nous avons été contraints de signer de nouveaux accords de silence, menacés des mesures les plus sévères en cas de divulgation. Personne n'a vu nos blessures, personne n'a demandé ce que nous avions enduré. Les mi-rapports officiels ont été falsifiés, nous plaçant dans une unité de test régulière. Les effets sur la santé étaient imputés à l'OMLA exercice arctique. Je n'arrivais pas à me remettre de ce que j'avais vu. La nuit, je rêvais d'une ville sous la surface de la Lune, de hautes voûtes, des murs scintillants et ses yeux froids qui fixaient l'obscurité. Les officiers disaient « C'est tout, oubliez ça, c'est pour le bien de l'humanité. Plus de preuves. » Mais le souvenir ne peut pas être jeté. Pendant des années, j'ai porté ce fardeau. Parfois, je remarquais qu'on m'observait. Des hommes en noir venaient me voir, me posaient des questions étranges, s'asseyaient en silence dans une voiture devant ma maison. Il semblait que le gouvernement ne voulait prendre aucun risque, au cas où je déciderais de tout dire à quelqu'un. Mais j'ai gardé le silence, même si j'étais déchiré par les doutes. Au fil du temps, les membres de la mission sont devenus de moins en moins nombreux. Beaucoup sont morts dans des circonstances étranges. Accidents, maladies, disparitions. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de coïncidence. C'est probablement une façon de faire le ménage. Quant à moi, je n'avais apparemment pas assez de connaissances pour être éliminé en premier. Mais je continuais à vivre comme un volcan. Un jour, j'ai reçu un colis anonyme. Il contenait des photos prises par notre groupe sur la Lune et une note « Ne pensez pas qu'ils ne reviendront pas ». Mon cœur a failli bondir. Quelqu'un d'autre parmi mes camarades avait donc survécu et essayait de me mettre en garde, ou, au contraire, de m'intimider. Sur l'une des photos, il y avait un moment à l'intérieur de la salle de la capsule. Je pouvais voir notre reflet dans l'étrange vitre et, à côté, le vague contour de la silhouette qui nous suivait. J'ai fini par trouver un emploi dans un bureau tranquille, loin de l'armée. Mais chaque bruissement derrière la porte me faisait frissonner. J'avais l'impression que quelqu'un allait venir me chercher. Chaque nuit, je faisais des rêves horribles. J'étais de retour dans mon casque lunaire, j'errais dans les couloirs. Des créatures se dandinaient derrière moi, chuchotant dans une langue que je n'entendais pas, mais que je semblais comprendre. Elles m'ordonnent de reprendre leur ville. Une nuit, me réveillant avec des sueurs froides, j'ai ressenti un désir insupportable de connaître la vérité. Nos dirigeants connaissaient-ils l'existence des habitants de la Lune? Avaient-ils lancé une nouvelle attaque pour enterrer définitivement la ville? Ou bien y avait-il des créatures vivantes sous la roche, nourrissant une haine pour les envahisseurs terriens? Pour calmer la folie, j'ai commencé à chercher des témoins oculaires. J'ai trouvé les coordonnées d'un homme qui avait servi avec moi dans mon unité. Il vivait au milieu de nulle part. Je suis allé le voir, mais quand je suis arrivé, il s'est avéré qu'il n'était mort que depuis une semaine. Les voisins ont dit qu'il était malade, mais en réalité, il n'y avait pas de détails. La maison était sans dessus-dessous,
comme s'il cherchait ce quelque chose. D'après les bouts de papier, j'ai compris qu'il avait recueilli des informations sur d'éventuelles archives lunaires soviétiques. Il voulait sans doute savoir qui avait découvert la ville en premier, mais maintenant, il y est mort. Il ne restait que quelques lettres mentionnant un certain projet Lunar Shadow, top secret. Il était suggéré que les soviétiques avaient également des personnes qui avaient survécu à la découverte de la cité et qu'ils avaient bien formé un groupe clandestin pour récupérer des informations pour les besoins de leur gouvernement. Tout cela m'a fait froid dans le dos. J'ai quitté la maison d'un collègue décédé en voiture, sentant un anneau se rétrécir autour de moi. Sur la route, j'ai remarqué une voiture noire sans plaque d'immatriculation et, dans mon rétroviseur, je les ai vus me suivre. J'ai dû me cacher, faire de fausses manœuvres pour les mettre sur une fausse piste. Chaque minute était remplie d'angoisse. Peut-être qu'on m'éliminait parce que je creusais trop profond. Ou bien, y a-t-il quelqu'un d'autre que des humains qui me surveillent? Pour me protéger, j'ai décidé de faire des copies de toutes les preuves. J'ai retrouvé une vieille réserve de coupures de presse, de photos, de mon témoignage. Je me suis rendu compte que si quelque chose m'arrivait, je voulais laisser la vérité à la postérité. Mais j'étais conscient que cela ne conduirait pas à un nouveau massacre si les habitants de la Lune apparaissaient soudainement. Les nouvelles nuits apportaient d'étranges visions. J'y voyais la surface grise de la Lune, d'où sortaient des silhouettes géantes à la peau délavée, sans bouche, mais avec des yeux qui portaient la douleur des siècles. Dans leurs gestes, je lisais un reproche. « Pourquoi êtes-vous venus ici? C'est notre maison que vous avez piétinée. » Quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas dire si c'était un rêve ou un souvenir. Tout se mélangeait. Quelques mois après ces événements troublants, un inconnu m'a contacté par téléphone. J'ai des informations sur le moonwalk soviétique des années 1970. Je souhaite vous rencontrer. Venez dans un entrepôt abandonné en périphérie. La voix était sèche, mécanique. Cela aurait pu être un piège, mais la curiosité a pris le dessus. Le jour convenu, je m'y suis rendu, muni de mon arme. L'entrepôt était effectivement abandonné, avec des trous dans les murs et des fenêtres en contreplaqué. Il faisait sombre à l'intérieur. J'ai trouvé une torche allumée sur une caisse, mais je n'ai vu personne. Mais il y avait un dossier sur la caisse. Je l'ai ouvert. De vieilles photos en noir et blanc d'une escouade de cosmonautes soviétiques se tenant debout sur l'arrière-plan d'une structure arquée, manifestement d'origine non terrestre. La légende au dos, découverte dans une mine lunaire, juillet 1971. Mon cœur s'est serré. Cela signifiait qu'ils avaient bel et bien pénétré dans ces tunnels avant nous. Je n'ai pas eu le temps de regarder plus loin avant que la porte de l'entrepôt ne se referme en grinçant et que j'entende des pas derrière moi. Je me suis préparé à me battre, mais au lieu de coups de feu, j'ai entendu un chuchotement. « Occupez-vous de ce dossier. Il contient la vérité sur ce qui s'est passé et sur ce qui pourrait encore se passer. » La silhouette d'un homme vêtu d'une cape a clignoté dans le faisceau de la torche et il a immédiatement disparu dans l'obscurité. Je n'ai pas eu le temps de l'attraper ou de l'appeler. En consultant le dossier, je me suis rendu compte qu'il décrivait comment les Soviétiques avaient tenté d'établir un contact avec des créatures lunaires. Mais le contact s'est avéré hostile. Des humains sont morts et les créatures ont réagi en capturant plusieurs cosmonautes soviétiques pour les étudier. Les Soviétiques ont mis fin à la mission, mais des documents montrent qu'une partie de l'armée pensait que cette ville pourrait apporter d'énormes avantages tactiques si elle était soumise. Toutes ces informations résonnaient avec mon expérience. Nous étions allés là-bas sous le prétexte de détruire des structures soviétiques, alors qu'en fait nous étions confrontés à une menace plus ancienne. Les Batlétériens étaient des étrangers dans ce labyrinthe souterrain, et la rencontre s'est terminée dans le sang. Peu à peu, j'ai compris que les États-Unis
et l'URSS cherchaient tous deux à exercer un contrôle secret sur les structures lunaires. Personne ne voulait en parler publiquement. Et si les habitants de la Lune ne se contentaient pas de défendre leur territoire, auraient-ils déjà réussi à nous infiltrer? Ces rencontres où je sentais le regard des autres, peut-être n'étaient-ce pas des gens des services spéciaux, mais les êtres lunaires eux-mêmes qui avaient pris forme humaine. Cela paraît fou, mais des années de conspiration m'ont appris à ne pas rejeter de telles idées. C'est peut-être pour cela que les hautes sphères des deux États tentent d'éliminer les témoins, de détruire toute mémoire de ces événements. Après tout, il est difficile de garder le secret de l'existence d'une vie sur le corps céleste le plus proche, longtemps caché sous la surface. C'est en pensant à cela que j'ai été obsédé par l'idée d'avertir le monde. Si une ville entière subsistait sous la croûte lunaire, même endommagée par nos bombardements, ces créatures ne pardonneraient pas aux terriens. Mais les obstacles se succèdent, mes lettres disparaissent, mes amis refusent de communiquer, disant qu'ils ne veulent pas d'ennui. Une main invisible semblait effacer toute trace de mon histoire. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué une étrange lueur sur le trottoir. En m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une petite boule qui brillait d'une lumière verdâtre, comme s'il s'agissait d'un morceau organique. Soudain, une fine excroissance ressemblant à un tentacule s'en est détachée et a disparu. Mon cœur s'est presque arrêté. Qu'est-ce que c'était que cette chose? En regardant de plus près, je me suis rendu compte que le ballon avait fondu dans l'air, ne laissant qu'une goutte de liquide noir. Peut-être la mort progéniture de ceux qui vivent sous la croûte lunaire? Je ne voulais pas y croire, mais la raison s'obstinait à dire « Ils apprennent à s'infiltrer ici, ils nous observent ». La panique m'a traversé l'esprit. Si nous avions violé les frontières de leur monde dans les années 70, qui sait s'ils ne seraient pas en train de préparer des représailles dans plusieurs décennies, lorsque l'humanité, dans sa détresse, cessera de surveiller la Lune? Nous pensons inconsidérément que l'espace est loin, mais l'ennemi était peut-être depuis longtemps à notre porte. J'ai décidé d'agir. J'ai rassemblé les documents et les photos que j'avais trouvés et j'ai raconté certaines choses à un journaliste en qui j'avais confiance. Il a d'abord ri, il a parlé de fantasme. Mais lorsqu'il a vu un élément du dossier, il était devenu tout pâle. Il m'a dit qu'il voulait le publier, mais qu'il avait besoin de preuves d'or tangibles. Nous avons convenu de nous rencontrer pour discuter du projet. Cependant, le jour de la réunion, je me suis rendu au café convenu et le journaliste ne s'est pas présenté. Plus tard, j'ai appris qu'il avait disparu après avoir quitté son appartement et laissé sa famille derrière lui. Une histoire très étrange. Personne ne savait où il était allé et ses connaissances étaient aussi silencieuses que des poissons. Il était clair pour moi que les forces qui contrôlaient ce secret étaient l'homme énorme. Et pourtant, je ne peux pas abandonner. Après tout, moi et les autres membres de cette équipe sommes les seuls à avoir vu le cauchemar de leurs propres yeux. Si nous disparaissons, le monde restera dans l'ignorance la plus totale et, le moment venu, il sera trop tard. Parfois, la nuit, j'entends des pas lourds, comme du métal qui s'entrechoque, dans les couloirs des anciennes archives militaires. J'y ai toujours accès, comme si ce n'était pas une personne qui marchait là, mais quelque chose qui utilise une armure ou un blindage. Je pense qu'ils essaient de contrôler les archives, d'effacer toute mention des raids lunaires. J'ai la chair de poule rien qu'en pensant qu'il n'y a pas que les humains qui peuvent être après moi. Un soir, je me suis aventuré dans les profondeurs des archives, là où les couloirs poussiéreux s'enfoncent dans la pénombre. Soudain, j'ai remarqué une lueur sur le mur, faible et verdâtre. Je me suis approché et j'ai vu que le plafond semblait brûlé par un laser et que quelque chose de long et d'étincelant grouillait dans le trou. Je me suis souvenu des structures
tournantes lunaires, de leurs tubes brillants. Je me suis éloigné précipitamment, car je sentais que j'allais être victime de ce monstrueux invité. Ces créatures que nous appelons habitants de la Lune n'ont probablement pas été exterminées. Certaines d'entre elles ont peut-être survécu, se cachant dans les nouveaux tunnels ou voyageant vers la Terre par des moyens clandestins, utilisant notre propre technologie. J'ai vu trop d'indices indubitables pour le nier. Je suis tourmenté par l'idée que tous les soldats de cette unité, les soldats de la Lune, finiront tôt ou tard dans un tombeau artificiel. Le gouvernement ne veut pas d'histoire, et les créatures extraterrestres encore moins. Mais tant que je suis en vie, je veux qu'au moins un grain de vérité soit divulgué. J'ai peur que s'ils le veulent, ils me trouvent n'importe où sur la planète, et que ma disparition soit considérée comme un accident de plus. Pendant des années, j'ai essayé d'oublier les visages de mes camarades morts, d'oublier les immenses colonnes d'une ville étrangère, mais ces images me hantent partout. Personne ne peut imaginer que sous le paysage sans vie de la Lune, une civilisation extraterrestre s'agite, offensée par notre invasion effrontée. On ne sait pas ce qu'il adviendra de tout cela. Peut-être sont-ils en train de se venger, ou peut-être attendent-ils simplement que nous nous épuisions. Je prie pour que nos petits-enfants n'aient mis pas à les affronter. Mais à l'intérieur de moi, j'entends un murmure, comme un appel glaçant. Ils sont déjà là,